Joël Fairley travaille divers médias, photographie, art vidéo, performance. Parmi ses œuvres principales, une performance de 24 heures sans boire ni manger, réalisée en Haïti après le tremblement de terre, et un parcours sonore à travers toute la Guadeloupe permettant aux participants d'expérimenter le temps et l'espace tout en écoutant les récits de l'Artocap. En 2009, Joël fonde l'Artocap, la première plateforme collective entièrement dédiée à l'art contemporain en Guadeloupe. À travers des dispositifs de résidence, de conférences et d'expositions monographiques, l'Artocap a permis à de nombreux artistes d'avoir un relais pour la mise en route de leur carrière. L'Artocap est une référence au sein du monde caribéen. Une des éditions de résidence s'est tenue en mer. Les 6 artistes ont pu créer des œuvres tout en naviguant depuis la Guadeloupe jusqu'aux Grenadines. À suivre donc la postcard. Joël Fairley, comment as-tu rencontré l'art? C'est ici en Guadeloupe, tout simplement parce que nous avons un cursus français qui voulait à l'époque, dans les années 80, qu'à partir de la seconde, on choisisse une option. Et moi, j'avais décidé de faire de l'art plastique, comme ça s'appelait à l'époque, toute une section artistique au lycée, au niveau de l'art, et j'étais déjà particulièrement intéressée par la photographie. Donc je me suis inscrite sur cette option et j'ai décidé de quitter le lycée Bainbridge pour faire ma terminale en France, d'une part, et tenter de rejoindre de plus près le monde de la photographie, notamment par un tout premier stage d'été avec l'école Lumière, puisque j'ai eu la chance de rencontrer par des personnes que je connaissais des personnes référentes et de toucher donc au monde de la photographie de très près. Par la suite, après une année sabbatique où j'ai voyagé aux États-Unis, c'est apparu presque normal que je ne rentre pas dans une école de photographie scientifique, c'est-à-dire tout ce qui est lumière justement, mais plutôt que j'aille à l'université Paris 8 pour faire un cursus sur l'image photographique, parce que depuis le début, j'ai autant d'intérêt pour la pratique que pour la théorie. Et ce cursus théorique m'a amené jusqu'à la maîtrise avec des grands noms. J'ai soutenu ma maîtrise avec la personne référente à l'époque qui travaillait sur la rubrique photographie de la revue de presse Art Press Magazine, à savoir Madame Dominique Baquet. Et c'est avec elle que j'ai soutenu ma maîtrise qui voulait retracer l'image, les représentations du noir en photographie de 1880 à 1980. D'accord, on va arriver à ça, mais déjà je voudrais savoir, parce que je crois savoir que tu arrives à Paris très tôt, très jeune en tout cas, tu y as fêté d'ailleurs tes 18 ans. Tout à fait. Mais tu arrives là et puis cette histoire avec l'art, est-ce que tu avais déjà des figures, des référentes par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'y emmène en tout cas? Au niveau de l'art, forcément tout est à découvrir. J'ai quand même la chance d'avoir grandi dans une famille où il y avait un éveil à la culture, à l'art, ne serait-ce que par des visites d'exposition, etc. Ce qui n'est pas donné à toutes les familles, ça j'en suis persuadée. Donc j'ai eu ce privilège-là. Et par la suite, c'est plutôt mon sujet de recherche, la maîtrise. Pour faire ce mémoire, là j'ai commencé à aller dans des archives et à réaliser à quel point il y avait une disparité dans tout ce qui nous appartient, hein, les archives qui ont été faites sur nous, à caractère anthropologique, et tout ce que nous ne savons pas de nous-mêmes. Donc ça me paraissait plus que crucial de faire un espèce d'état des lieux. Et c'est par là même que j'ai découvert l'existence de ce qu'on a appelé, les Américains ont appelé les études culturelles, Cultural Studies. Et quand j'ai vu la pauvreté des références en France, je me suis tout de suite intéressée à l'Angleterre. En fait, on me pointait dans la direction de l'Angleterre. Donc vers un grand référent, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, qui à l'époque avait monté une association qui s'appelait Autograph, ABP, Association of Black Photographers, et qui est devenue Autograph, une grosse institution de la place de Londres qui aujourd'hui a plus de 20 ans d'existence. Donc c'était intéressant pour moi de voir que si je voulais vraiment
créer mes propres référents. Il me fallait sortir du contexte français. Ça, c'était très clair, très jeune, j'ai réalisé ça. Et pour la petite histoire, j'aime bien citer cette anecdote, puisque ma sœur, qui elle œuvre dans la littérature caribéenne, elle était déjà installée en Angleterre. Et un jour, au téléphone, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais à rester à Paris? Tu perds ton temps. » On est dans les années 90, début des années 90. Donc voilà, ça m'est paru complètement plus qu'urgent de ne pas poursuivre à perdre mon temps. Et via une opportunité de transfert professionnel, je me suis retrouvée à vivre 15 ans en Angleterre. Mais quelle a été pour toi vraiment la grande différence entre la place parisienne et londonienne en termes de production, de pensée, mais aussi de la place des afro-descendants? Voilà, c'est ça. Déjà, je découvrais, comme j'avais dit, les études culturelles avec cette force de frappe qu'avaient les afro-descendants. Alors, bien sûr, le modèle étant encore afro-américain, mais en Angleterre, ça commençait, ça venait déjà d'avoir au moins 30 ans d'existence. Donc, on était déjà dans quelque chose qui s'était mis en place et qui n'avait pas trouvé, me semble-t-il, l'équivalent français. Il y avait bien eu, depuis les années 1930, avec les écrivains notamment, les Senghor, Césaire, etc., des mouvements, hein, que ce soit la négritude ou autre, mais ça restait dans un domaine très ciblé, la littérature, me semble-t-il. Et finalement, il n'y avait pas un pendant, même si c'était sur le territoire de Martinique, par exemple, le mouvement indépendantiste, communiste indépendantiste, mais il n'y avait pas un pendant au sein même de la société française, donc à Paris. Il y avait bien présence africaine, mais on reste dans un milieu très centré sur la culture littéraire. Et là, je voyais... Mais il y avait déjà la Revue Noire à cette époque. Alors, quand je suis partie, tu as raison, la Revue Noire venait d'émerger, puisque je n'oublierai jamais la personne qui m'a fait découvrir pour le lancement de la Revue Noire. C'était ces mêmes années, au moment où je passais j'écrivais mon mémoire. Elle me dit tu risques d'être intéressé, il y a une nouvelle revue qui va sortir. Et effectivement, Simon Djamil et toute l'équipe lançaient cette Revue Noire qui était magnifique, dont j'ai acheté les exemplaires. Je peux te dire à quel point ça me coûtait, puisque j'étais étudiante. Et à l'époque, une revue coûtait 70 francs. C'était hors format. Et je préférais prendre sur ma petite bourse que j'avais pour mensuel pour m'acheter cette revue et ne pas manger, tellement j'avais trouvé très belle et intéressante. Et les exemplaires sont encore ici dans la bibliothèque. Ils sont devenus collectors, carrément. Voilà, ce sont des vrais objets collectors, tu l'as très bien dit. Et je crois que c'était les tout premières prémices de ce qui se posait. Justement, il y avait eu effectivement 1989 la fameuse exposition Les Magiciens de la Terre, mais on était vraiment au balbutiement français, alors qu'en Angleterre, ils avaient déjà des institutions, des archives. En tout cas, si ce n'était pas à niveau institutionnel, c'est-à-dire des lieux référents, c'était déjà des groupes référents et qui étaient déjà constitués, déjà œuvrés de manière associative, donc un petit peu comme à l'Artocard, c'est-à-dire chez les uns, chez les autres, on se réunissait. J'ai donc participé aux premières réunions, enfin à l'époque des réunions d'autographes, où je me souviendrai toujours, c'était vraiment, on était tellement nombreux qu'il y en avait qui n'avaient pas assez de sièges, ils s'asseyaient dans le toilette, ils baissaient le toilette et c'était le siège pour écouter la conférence qui se faisait. Donc on était vraiment à ces balbutiements-là, sauf qu'au niveau théorique, sur la grande figure de Stuart Hall, mais il y en a eu bien d'autres, mais moi il se trouve que c'est celle que je retiens puisque c'est celle que j'ai rencontrée, que j'ai eu la chance de rencontrer. Bien sûr aussi les Paul Gilroy, mais je n'ai pas parlé avec Paul Gilroy de la même façon que j'ai eu la chance de parler à Stuart Hall. Là, j'ai vraiment découvert, je suis rentrée dans le monde de tout ce qui était études culturelles consacrées aux afrodescendants, bien qu'à l'époque, ce qu'on appelait Black Art, en Angleterre, ça regroupait en fait tous les pays du Sud. Donc il y avait aussi bien les études culturelles qui concernaient les Asiatiques qui s'est rattaché parce qu'ils découvraient eux aussi quelque chose d'intéressant. Et donc j'en ai pris vraiment mon parti et j'ai commencé à travailler vraiment en ce sens. Avec l'intérêt pour moi qui était de réaliser une chose capitale puisque c'était aussi le boom de ce qu'allait devenir vraiment l'émergence de l'art contemporain au niveau économique en Angleterre, avec la figure de Tony Blair qui a vraiment révolutionné le paysage de Londres avec
à mon avis, une véritable politique culturelle pour cette ville, pour cette capitale, qui est devenue, à mon sens, dans ces années 90, début 2000, la capitale européenne de l'art contemporain. Avec énormément de moyens, énormément de choses pensées qui a permis à avoir le YBA, etc., qui, par la suite, a fait que la France a couru après les mêmes choses. On veut notre prix Marcel Duchamp, on veut ceci, on veut faire pareil qu'eux. Mais c'était eux, ils avaient déjà fait, et très bien fait, puisque ça a eu un retentissement énormissime, avec un lien entre les écoles d'art et directement le marché. La pause d'art. D'accord. Et toi, tu arrives dans ce bouillon très intéressant. Et là, tu es déjà installé comme artiste ou comme, comment je vais dire, où tu as un emploi secondaire? Comment Alors, ça les deux, j'ai toujours mené les deux de front. Pourquoi? Parce que ma pratique est tout simplement non marchande. Donc, je n'ai pas le choix que de travailler à côté. Et c'est là où j'ai fait un glissement de terrain, puisque la photographie, c'était aussi bien mon expression, mon champ artistique à l'époque, mais petit à petit, je me suis intéressée à l'art contemporain. Et j'ai laissé tomber la photographie dans ma pratique artistique. Je l'ai utilisée, ça faisait partie des matériaux que j'utilisais, mais ce n'était plus, je ne faisais plus de la photographie pure. Et ça s'est très très vite fait, puisque Mais là, dans mon qu'est-ce que métier, tu faisais quand tu dis que tu ne faisais plus la photographie? eh ben, je travaillais pour une agence photographique, justement. Et donc, c'est parce que j'étais encore en lien avec directement des photographes sur des projets d'édition. J'ai même initié deux projets d'édition, Black Britain and Black America, qui étaient justement ces photos d'archives que j'ai pu parcourir sur la présence des Noirs aux États-Unis et la présence des Noirs en Grande-Bretagne. Aurait dû s'en suivre Black French, mais déjà, j'avais quitté l'agence, et deux, le deuxième livre, c'était un peu mal passé, entre guillemets, puisque j'avais justement recommandé la figure de Paul Gilroy pour ce faire, au niveau de l'écriture. Et finalement, il a été, je trouvais, un petit peu irrespectueux vis-à-vis de ma personne, ce qui fait que je ne suis même pas citée dans le livre, alors que très clairement, c'était mon idée, c'était à mon initiative, c'est moi qui avais engagé toute la recherche iconographique de base, et qu'il a juste récupéré le bébé pour en faire ce livre qui maintenant, on lui connaît. Mais j'aimerais quand même aussi que tu me parles de ton mémoire, le thème que tu as étudié, la place du noir. Dans la photographie française. Ouais. Alors, ce qui était intéressant, c'est que forcément, quand on est en université, il y a une rigueur scientifique qu'on ne peut pas laisser passer de côté. Et je le dis parce que je vois souvent des mémoires qui sont faits d'autres écoles aujourd'hui qui me semblent ne pas forcément s'attarder sur cette rigueur. C'est-à-dire, un étudiant a un projet, on le laisse faire son projet sans trop le guider au niveau de la méthodologie. Et ça, c'est pour moi un tort, parce que voilà ce que j'ai découvert qui me semble capital à restituer. C'est que autant cette photographie des années 1880 à 1980, on aurait pu la penser comme étant marginale, et c'était le cas en tout cas à l'époque. Dans les années 1980, commençait toute l'illustration des Benetton avec Black Bomber, sans le nom. Il fallait un Chinois, un Noir, un ceci, cela. Donc c'était salué tout en étant décrié. Mais j'avais fait la découverte suivante, puisqu'à un moment, j'avais fait une analyse comparative entre ce que je voyais... non, c'est arrivé bien plus tard, pardon, pas pour la mémoire, c'était quand j'avais tenté la thèse. Mais grosso modo, les remarques qui ont été faites par beaucoup étaient sorties, le tout premier livre de quelqu'un qui allait devenir assez influent aujourd'hui, Pascal Blanchard, c'était Négripub. Donc qui m'a servi, parce qu'au moment où moi je faisais mon mémoire, pouf, le livre sort. Et il y avait donc effectivement, bien sûr, toutes les images du 19e siècle, les débuts de la publicité, où on utilise le noir pour le cirage et tout. Donc des images effectivement dénigrantes. Mais moi, j'avais émis une autre hypothèse, parce que j'avais fait un comparatif avec des images de la représentation après-guerre des Blancs. Et il y avait des images où on voyait un cochon avec des joues bien roses et tout. Bref, pour moi, beaucoup était passé à côté d'une forme d'humour
qui se faisait aussi bien à l'égard du noir que l'égard du blanc, qui nous a peut-être un petit peu échappé. Certes, on ne va pas se faire dans la relecture complètement faussée. Il y avait forcément des traces de, peut-être pas forcément de racisme frontal, mais en tout cas de dénigrement, voire de considérer que le noir était un être secondaire vis-à-vis de tout ça. Ça, je l'ai vu. Mais à ma grande surprise, et c'est là où je voulais en venir, l'usage de la figure du noir a commencé, alors à l'époque c'était avec Paco Rabanne dans les défilés de mode, et c'est là que j'ai réalisé qu'il était également en France associé à toute l'industrie du luxe. C'est-à-dire que pour se distinguer, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est aussi à cette figure-là qu'on faisait référence. Et ça n'a jamais été finalement cité comme tel. Alors que si on a bien les éléments d'archives en tête et les bonnes analyses, je crois qu'en fait, on y voyait là le vrai projet de ce qu'est le propos de la République française, de mettre une unité avec des multiplicités à l'intérieur, mais sans faire justement ce communautarisme vers lequel finalement aujourd'hui on est passé pour copier quelque part le modèle anglo-saxon. Mais dans l'image, tu dis l'image du noir a été associée au luxe, c'est bien ça. Mais est-ce que ce n'était pas quand même une image un peu péjorative parce que, pas du tout. Est-ce que ce n'est pas par exemple, oui peut-être dans le monde du luxe, mais je veux dire… À l'époque, c'était pas ça. D'accord, parce que moi ça me fait penser un peu à l'exotisme, quoi. La personne qui représenterait une sorte d'exotisme. L'exotisme est encore un autre registre. Déjà, c'est celui lié à l'industrie du tourisme, qui était la volonté politique de commencer à faire un tourisme de masse. Donc dès les années 70, il faut que tout le monde parte des Antilles, il faut qu'on voit des visages souriants, des Madame Madras, Doudou et tout ce que tu veux, pour alimenter tous les hôtels qui venaient d'être construits, l'aéroport qui venait d'être construit, etc. Pour littéralement lancer une économie de masse des Français qui s'échappent vers cet au-delà, etc. Ça, c'est pas pour moi l'économie de luxe. C'est du tourisme pur et simple, donc du social, plus. Mais ça reste quelque chose à part. Non, là, je te parle vraiment des Paco Rabanne, de toute cette utilisation, on a dans les années bien plus tard, 90, j'oublie son nom, mais qui a utilisé le modèle de Grace Jones énormément pour littéralement lancer une figure, une icône, voilà, une figure symbolique qui faisait qu'on ne voyait plus un être afro-américain, on voyait une femme avec tout ce que ça véhiculait comme force, beauté et surtout intelligence, parce que c'est quelqu'un qui, dès qu'elle prenait la parole, il y avait quelque chose derrière, c'était pas juste sois belle et tais-toi. Après, il y a eu les Naomi Campbell et tout, mais Naomi Campbell, justement, elle était toute petite à l'époque. J'avais mis dans mon sujet de mémoire une Naomi Campbell qui est tellement jeune qu'on ne la reconnaît pas. Je crois qu'elle avait 16 ans, quelque chose comme ça. Alors qu'aujourd'hui, voilà. Mais dis-moi, comment justement cette étude-là que tu as produite, comment ça a influencé après sur ton propre travail d'artiste en création? Alors déjà, ça nourrit une confiance qui était plus que nécessaire, puisque c'est malheureusement en arrivant à Paris, à l'époque il n'y avait pas la grande bibliothèque, et j'étais donc à la bibliothèque Vivienne, je vois les premières illustrations de ce que c'est que les sévices du maître sur son esclave, etc. Et je ressors de là le ventre noué, littéralement. Donc ça permettait de penser, P-A-N, un mal intérieur qui me faisait me dire que je suis dans une société dont le passé est bel et bien celui dont on me parle de manière très succincte, parce que là encore il y avait à l'époque des soubresauts au niveau de la société. Les années 80, ici on a connu des bombes, des gens qui posaient des bombes, à telle enseigne que je me souviens d'être arrivée à Paris. Une amie de fac me faisait remarquer qu'à chaque fois qu'on marchait ensemble, il y avait des moments où je m'écartais tout en parlant. Et elle me dit « Mais pourquoi tu t'écartes là ?» Et c'était à chaque fois que je voyais une voiture qui était moche,
une poubelle, parce que dans ma tête, dans mon inconscient, c'était possiblement là où il y avait une bombe. Donc quand j'ai réalisé que j'avais ce traumatisme en moi, je me suis dit, il faut aussi réparer tout ça, cette peur de... Mais j'avais donc une idée que en Guadeloupe, on voulait l'indépendance, certains voulaient l'indépendance, mais je n'arrivais pas à articuler. On est trop jeune quand on a 19 ans, 20 ans. On a tout à apprendre en fait. On a vraiment tout à lire et tout à apprendre. Quand bien même, une fois de plus, à travers ma famille, j'étais déjà un petit peu éveillée. J'avais une mère très militante, une famille côté père extrêmement ancrée dans la société guadeloupéenne et voulant faire le bien pour vraiment l'émancipation du peuple guadeloupéen. Donc, c'est pas comme si je n'avais pas eu ces référents-là en interne. Mais c'est une chose de les avoir en interne et de soupçonner des directions à prendre, politiques ou autres. Et c'est autre chose de voir ce que massivement l'action de la colonisation a pu être, déjà de l'esclavage et de la colonisation, a pu être sur nos sociétés. Et là, quand tu en as les archives face à toi, que tu les tiens, que tu vois qu'en Bleusa, tu es obligé de demander l'autorisation qu'il fallait me faire, que l'administration de l'université me fasse une autorisation pour aller chercher finalement ce qui, pour moi, devait m'appartenir. Normalement, ça aurait dû être des archives ouvertes à tout le monde en Guadeloupe et non pas à Paris. Eh ben non. C'est là, je suis allée jusqu'à Nantes, je suis allée jusqu'à dans le sud, à Aix-en-Provence, là où sont toutes les archives en fait de cette administration coloniale. Et donc j'ai rencontré tous les noms, les anneaux de la mémoire, tous ces grands noms qui m'ont vraiment ouvert, il n'y a pas d'autre mot, les yeux. Et donc mon travail photographique de l'époque, c'était de travailler beaucoup à partir de l'autoportrait sur des situations qui faisaient référence à cette présence des Noirs, revalorisé dans cette modernité des années 90, près-2000, avec toujours les mêmes stigmates d'être dévalorisé, d'avoir ce plafond de verre, même si moi je n'avais pas vraiment connu, je commençais tout juste à travailler, mais j'en ai entendu parler, d'être déconsidéré, etc., etc. Et quand j'ai vu qu'il suffisait juste de traverser la Manche pour avoir à part égale, c'est-à-dire deux sociétés françaises, anglaises, britanniques, on va dire, qui ont le même nombre de populations, la même histoire coloniale, grosso modo dans les mêmes endroits, aussi bien l'Afrique que la Caraïbe. Pour moi, ça faisait... Il n'y avait pas photo. Un pays avait décrété une façon de s'adresser à ses afrodescendants de manière beaucoup plus libre, avec un projet d'émancipation réel, alors que la France nous maintenait dans un projet qui n'était pas, si on regarde bien, quelque chose de déconsidéré nécessairement, mais dont les outils pour le mettre en place, ce fameux projet de l'assimilation, ne convenaient pas encore, tu vois. Quand on regarde bien dans les années 30 jusqu'aux années, j'ai envie de dire 80, ma propre famille, du côté de mon père, j'ai eu moi une grand-mère et un grand-père qui était professeur. Donc, si eux ont réussi à s'élever socialement grâce à cet ascenseur républicain, social, c'est que effectivement le projet était là, et bien là, le projet assimilationniste, mais il y avait des concessions à faire. Et c'est là que c'est intéressant de savoir, du côté de ma mère, je viens d'un milieu très populaire. Du côté de mon père, on peut dire que c'est la petite bourgeoisie, dans le sens où mes grands-parents étaient professeurs déjà, à l'époque. Avec tout ce que ça veut dire. Dès qu'on est professeur, on aspire à ce que ses enfants deviennent médecins, etc., etc. On a les moyens de le faire. Et bien des deux côtés, que ce soit du côté populaire, du côté petite bourgeoisie pointoise, en fait, il y avait un mot d'ordre au sein des familles, c'est qu'il ne fallait pas parler la langue vernaculaire. Donc le créole était banni, d'où cette réalité que la langue créole est une langue, je suis créolophone, créolophile plus que créolophone, mais ce n'est pas mon automatisme
dès l'instant que je dois m'adresser à quelqu'un. Parce que ça n'a jamais été, je n'ai pas vu mes oncles, mon père, ma mère parler créole. Parce que mes grands-parents, du côté de ma mère, du côté de mon père, ne souhaitaient pas, pour cet ascenseur social, que le créole soit parlé à la maison. Et ça, c'est intéressant à garder en tête parce que ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de décréter que qui est guadeloupéen, et sans que ce soit nommé, c'est forcément un afrodescendant qui parle créole. Donc tous ces afrodescendants qui sont nés en France, comme c'est mon cas d'ailleurs, soit dit en passant, je suis née en France, 4 mois après, j'étais baptisée en Guadeloupe. Parce qu'à l'époque, c'était toujours des va-et-vient permanents. Mes parents étaient étudiants, commençaient à travailler. Donc, ils prenaient le bateau, on revenait. Voilà, donc j'étais tout le temps ballottée à droite, à gauche, entre la France et la Guadeloupe. Mais comme beaucoup de familles, hein, je suis allée à l'école à un moment en France. Petite, je retrouvais une amie d'enfance guadeloupéenne dont les parents avaient fait le même va-et-vient. Donc, c'est cette histoire de post-bumidum qui continuait et qui a fait qu'effectivement, il y avait ce regard colonie centrale Paris. Mais ce qu'on ne dit pas aujourd'hui quand on veut définir la culture guadeloupéenne, c'est que beaucoup d'afrodescendants guadeloupéens considèrent que seuls les afrodescendants nés en Guadeloupe, parlant créole, ont le droit de citer comme étant des Guadeloupéens. Et ça, pour moi, c'est le plus gros tort qu'on puisse faire à ce peuple guadeloupéen, qui, comme tout le monde sait, est finalement composite. Composite avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, des apports tels que les Cironais-Banais, les Indiens, etc. Donc, et sachant que dans toutes les familles, hein, Maitret et tout, on a eu des Indiens, on a eu des mélanges. Donc, jusqu'à quand on va rester sur ce que moi je considère être une espèce de fantasme d'une définition qui soit finalement très essentialiste. Alors, on sait que ça a été en rapport à toute la montée en gamme de ces mulâtres, de ces castes en fait, qui se sont appropriés un petit peu dans le 19e, 20e siècle, voilà, le droit de citer à l'époque. Mais ne refaisons pas la même erreur aujourd'hui. Pour moi, c'est un discours complètement vain que de vouloir définir la société guadeloupéenne comme étant uniquement ses afrodescendants. Et on remarquera bien que si on fait l'histoire de l'art en Guadeloupe, les premiers artistes, ce sont des mulâtres. Ce sont même des métropolitains qui arrivent, les colons donc, qui arrivent en Guadeloupe, qui repartent de temps en temps en école d'art, etc. Et après les mulâtres, le tiers et tout ça. Et ensuite, quand ils ont eu le droit de citer, les afrodescendants se sont appropriés ces outils d'expression que sont les possibilités d'expression artistique. Et on a l'impression qu'on veut commencer cette histoire de l'art uniquement à ce moment-là, alors qu'elle est bien antérieure. Le premier salon, ça a été montré cette année, puisque c'était les 100 ans artistique en Guadeloupe, c'est 1924. D'accord? L'initiative d'une femme, avec tout ce que ça veut dire de cette bourgeoisie de l'époque, oui, mais qui n'a effectivement relégué les franco-caribéens à une position de subalterne. Ils n'avaient pas vraiment un pinceau en main possible pour eux. Donc du coup, toute cette période-là a beaucoup influencé ton travail. Et j'aimerais bien savoir qu'après, parce qu'il y a la photographe, mais comment tu glisses vers la performance? Comment tu arrives à ça? C'est très simple. On ne peut pas comprendre finalement mon travail sans savoir que l'apport théorique est très important pour moi. Donc toutes les lectures, tout ce que j'ai pu visiter, tout ce que j'ai pu... moi j'aime bien piocher dans la philosophie, dans beaucoup de références qui n'ont rien à voir avec l'art d'ailleurs. Hein. Et finalement, le questionnement est devenu très simple. La photographie, pour moi, était un médium enfermant. Et quand je dis ça à des photographes, notamment Daniel Goudrouf, qui est maintenant à New York, ils ne comprennent pas. Pour moi, on parlait d'essentialisme. C'est un médium qui n'a pas lieu d'être utilisé au sein de l'art contemporain. On parle de photographie contemporaine, bien sûr, mais comme tel.
Rappelle-toi que les années 90, c'est aussi les années d'une grande révolution en photographie, dont on minimise la portée à l'époque. Et ce pourquoi j'ai quitté la France, parce que justement, j'ai eu la chance de rencontrer un photographe qui m'a fait confiance, juste comme là, ce qu'on fait en train de parler. Il me demandait quel est ton mémoire. Je lui donne le sujet de mon mémoire. Et il se trouve que c'était le directeur d'une grosse agence de photographie, Anthony Stone, un Sud-Africain, qui était déjà dans l'idée de lancer la première agence de photographie numérique au monde. C'est ce qui est devenu Getty Images. Donc en discutant avec lui, il me dit « Je serais intéressé pour que tu travailles avec nous dans la maison mère à Londres ». Sur un seul coup de tête comme ça, j'ai dit oui. Et je suis partie. Je suis partie parce que j'ai tout de suite senti qu'il y avait une révolution qui se préparait et que ne pas y être, c'était louper le train. Et je peux te donner cette anecdote que je ressors tout le temps dès qu'on m'en parle. C'est que mes collègues à l'époque, dont j'étais dans une agence de photographie en France, à Paris, me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Londres? Il n'y a pas d'acquis sociaux. » Et je les ai regardés en disant « Mais de toute façon, ce qui se passe là, ça va bientôt arriver en France. Et moi, je veux bien avoir vos conseils. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas la France qui rachète l'agence en Angleterre, c'est l'agence anglaise qui rachète l'agence française. Donc moi, je suis toujours des côtés des grands. » Ouais, il faut. Voilà, si j'ai à apprendre quelque chose, c'est avec ceux qui sont les grands. Et je suis partie à l'époque en me disant, ça va me permettre de perfectionner mon anglais. Je vais rester 1 an ou 2, et je suis restée 15 ans. C'est-à-dire que, très clairement, je me suis dit, mais je n'ai plus rien à voir avec cette mentalité française qui est aussi réductrice que ce que je concevais de la photographie à l'époque. C'est-à-dire que j'avais tout de suite senti, sans pouvoir l'exprimer comme tel à l'époque, hein, il faut quand même remettre ça dans le contexte, l'art contemporain était uniquement parmi les personnes sachantes. Mais on sortait de l'art moderne, on parlait de l'art postmoderne. On n'était pas encore dans cette vague de l'art contemporain. Je te dis, c'est vraiment Londres qui a vraiment immiscé cette mouvance, mais vraiment impulsé avec des moyens financiers et une stratégie derrière, culturelle, de politique culturelle. La pose d'art. J'ai vraiment été subjuguée de voir à quel point l'art contemporain était pour moi l'art de la liberté d'expression avant tout, et qu'il était hors de question, mais hors de question, que je m'enferme dans un médium 2D où finalement tout ce que les photographes avec qui je travaillais ne parlaient qu'une chose, c'était le piquer par-ci, le piquer par-là. Et finalement, de dénigrer eux-mêmes ce qui se mettait en place, à savoir cette révolution du numérique. Et quand le numérique est arrivé, bah là, l'histoire du piqué, voilà, ça a été un pied de nez à tous ces puristes, comme je les appelle, les photographes puristes, qui sont encore restés dans leur truc chiadé, ceci, cela, alors que très clairement, avec l'art contemporain, qu'est-ce que je retiens, et surtout, qu'est-ce que j'ai voulu faire passer, c'est qu'on n'était plus du tout sur un discours moderniste, mais dans un discours qui prenait en compte ce que justement j'avais appris avec les études culturelles, à savoir le contexte, l'importance du contexte, de quel point de vue on parle, et plutôt que de dire on ne parle que d'un message de l'œuvre, c'est surtout le message de l'œuvre à l'intérieur d'un contexte donné. Et qui parle? À partir du moment où ça c'était très clair dans ma tête, je me suis dit, je me suis éclatée. Il n'y a pas d'autre mot. En tant qu'artiste, je suis passée de la photographie à la performance en passant par la vidéo, photographie vidéo. Je me suis éclatée un peu ça. Mes œuvres, toutes mes œuvres, mes premières œuvres vidéo, mais tout le monde était bidonné en les voyant parce que je faisais du politique avec de l'humour. Et ça a été vraiment ma force. À suivre du politique donc avec de l'humour. la pose d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off,
Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La Pause d'Art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.